Bonjour tout le monde et de retour pour le début d'un nouveau chapitre. Donc, on va amorcer avec cette capsule le chapitre 4. Avant de me lancer dans des démonstrations, exemples et ainsi de suite, là, juste mentionner en guise d'introduction, comme vous pouvez voir, le chapitre s'intitule Réactivité, réactif et réaction. En fait, je vous dirais qu'à partir de ce chapitre-là, on commence à faire de la chimie organique un peu plus dans sa propre expression, dans le sens que jusqu'à maintenant, on a utilisé, ou en fait on a étudié majoritairement les structures moléculaires. C'était comme des sujets d'introduction. Et justement, là, tout ce que vous avez fait dans les 3 premiers chapitres, surtout en ce qui a trait à la nomenclature et à l'étude des différents isomères qui sont possibles dans le chapitre 3, tout ceci a une utilité, c'est vous familiariser avec la structure moléculaire de nature organique. Donc, c'est la principale utilité là, de ces items-là qu'on a étudiés dans les 3-4 premières semaines de notre session. Et je vous dirais que, heureusement, la chimie organique, ça ne s'arrête pas à l'étude et à la nomenclature, à l'étude des structures et à la nomenclature chimique. Et une chance, là, parce que ça serait vraiment assez limité comme domaine. Comme je vous disais, on a utilisé ces notions-là pour pouvoir se familiariser avec les structures. Et à partir du chapitre 4, on commence à faire le lien, qui est très, très important en chimie organique, entre la structure moléculaire et la capacité de faire des réactions. Lorsqu'on va parler de chimie organique, en fait, on parle beaucoup d'architecture moléculaire. Les chimistes organiciens sont des constructeurs de molécules, pas mal sur mesure, je vous dirais. Là, la plupart des endroits où est-ce que les chimistes organiciens travaillent répondent à des commandes, et c'est des commandes moléculaires, que ce soit au niveau médical, là, pour les médicaments, au niveau santé comme ça. Ça peut être au niveau des matériaux, ça peut être au niveau de l'alimentation, donc ça peut être vraiment plusieurs types d'industries là, qui vont avoir des demandes spécifiques d'architecture moléculaire pour avoir des matériaux qui sont fonctionnalisés et qui vont avoir une utilité X, Y et Z. Des fois, c'est dans le commerce et d'autres fois, c'est dans la pure idée de recherche là, pour connaître la matière correctement. Donc, tout ça pour dire que on va commencer à examiner ce qu'on appelle la réactivité, c'est-à-dire les endroits où est-ce que les molécules organiques vont être capables de faire des réactions. Pour faire une réaction en chimie organique, vous allez voir qu'il y a un principe de base qui s'applique tout le temps. C'est le fait qu'un côté polarisé négativement va toujours avoir tendance à s'en aller vers une molécule qui a une polarisation positive. Donc, je vais justement là, vous indiquer ça là, dans quelques instants, là, et ça va avoir naturellement un lien avec la structure et ça va avoir un lien aussi avec l'électronégativité des éléments. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est quelques phrases-là, je les ai pas mal déjà dites, là. En fait, quand on parle de chimie organique, les réactions sont peut-être un petit peu plus difficiles à prévoir parce que c'est pas des charges. Hein. Quand on sait, par exemple, que un ion H+, puis un ion OH-, quand on parle de réaction inorganique, c'est écrit ici, là, quand on parle de réaction inorganique, bien, un ion H+, et un ion OH- vont avoir tendance à se rencontrer, peut-être à faire une liaison, là, parce que justement, c'est une charge positive, une charge négative qui vont s'attirer de façon peut-être un peu plus évidente. Quand on parle de la chimie organique, c'est un petit peu plus subtil, mais vous allez voir, le principe reste le même. Ça va rester des régions qui sont riches en électrons, qui vont avoir tendance à attaquer des régions qui sont pauvres en électrons. Donc, comme je le dis régulièrement, que je sois ici avec vous là dans les capsules ou en classe, là, je le dis souvent, c'est le moins qui court après le plus. Donc, autrement dit, c'est toujours un côté négatif d'une molécule en termes d'électrons, là, naturellement, qui va aller attaquer un endroit qui est moins riche en électrons. On va se rendre compte que, par exemple, les liaisons CH sont très peu polaires et ce ne seront pas les liaisons CH qui vont être à l'origine des réactions en chimie organique. En fait, les liaisons CH sont là plus pour un niveau structural et vont être le squelette de la molécule. Et les parties réactives vont être générées beaucoup plus par des types d'atomes qui sont ici. Je vous répète que quand on voit un X ici, c'est un halogène, là, c'est soit un Cl, un iode ou un Br.
Donc, les fluors sont beaucoup plus rares, là. Donc, c'est souvent ces trois atomes-là là, qui sont représentés de façon générale par X. Ceci étant dit, la particularité de ces éléments-là, et c'est bien écrit ici, c'est que c'est des éléments qui sont plus électronégatifs que le carbone. Et donc, à ce moment-là, ça va générer des débalancements électroniques dans les liaisons. Et ce sont ces débalancements-là qui vont créer des points faibles sur les squelettes organiques. Et comme n'importe quelle espèce dans la nature, ce sont les points faibles qui vont être exploités pour faire des changements. Donc, les molécules là, respectent les lois naturelles là, aussi. Comment on va faire pour aller chercher ces régions-là? Bien, il faut revenir à la notion de polarité de liaison et polarité moléculaire aussi, mais je vous dirais qu'ici, on parle plus de polarité de liaison de façon assez ciblée. Quand on va avoir des éléments plus électronégatifs, comme ceux que j'ai mentionnés, j'ai rajouté dans la liste ici le soufre qui est très légèrement plus électronégatif que le carbone. C'est pas le principal générateur de points faibles. Je vous dirais que O, N et les trois halogènes qui sont ici là, sont nettement plus efficaces pour générer de la polarité. Et c'est généré parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre les éléments liés. Et ici, ce qu'on pourrait peut-être ajouter, là, c'est surtout avec le carbone. Hein, le carbone là, a une électronégativité qui est faible. Puis, vous pouvez toujours aller rechercher un tableau d'électronégativité. Je crois qu'il y en a un qui est même dans votre volume, là, qui mentionne ces valeurs-là. Il y en a dans à peu près tous les volumes de chimie générale, ou si vous tapez électronégativité sur Google, vous allez avoir des tableaux de valeurs d'électronégativité. Et on va se rendre compte que le carbone, ben, il y a une électronégativité relativement basse en comparaison là, avec les autres éléments qui sont ici. Oui, la géométrie de la molécule va avoir un impact, mais je vous dirais que c'est majoritairement l'analyse de la polarité des liaisons qui va nous permettre d'identifier des points faibles qui vont être exploitables sur les molécules organiques. J'essaie de faire le lien naturellement entre structure et fonction de molécules, là, ou réactivité de molécules. Et comme je le mentionnais, je le répète ici peut-être d'une autre façon, là, pour pouvoir prédire si une réaction est faisable et à quel endroit, mais il faut localiser les endroits où est-ce qu'il y a une partie riche en électrons et une partie pauvre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter ce qu'on appelle ici là, des sites actifs, ce que j'ai appelé depuis le début de notre capsule ici, des points faibles. Donc, c'est des sites actifs là, qui vont être comme ceci. Ce que je vais commencer par le premier exemple que je vous donne, ça va être une molécule là, relativement simple. Bien, si on analyse la structure de chlorométhane, comme ceci, bien, la liaison qui est entre le C et le Cl va être polarisée parce que là, dans le jargon d'écriture, on va écrire un delta moins, c'est un delta minuscule, là, un delta moins du côté du chlore. Et qu'est-ce que ce delta moins-là veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une zone qui est riche en électrons. Donc, c'est ce que ça veut dire. Vous avez peut-être déjà vu ce petit symbole-là. Là. Et c'est causé par le fait que le chlore attire les électrons de liaison de son côté de façon peut-être préférentielle, là, au niveau de l'axe de symétrie de la liaison qui est ici. Le chlore a tendance à attirer les électrons plus de son côté, là, le nuage électronique, parce que c'est un élément qui est plus électronégatif. Et ce que ça va générer, ben, automatiquement, ça va générer un delta plus sur le carbone. Qu'est-ce que ça veut dire delta plus? Ça veut dire que dans ce cas-ci, le carbone devient une zone qui est dépouillée ou en déficit, qui est pauvre, en déficit d'électrons. Là. On pourrait dire pauvre en électrons. Deux façons de le dire. Hein. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent quand on analyse les structures organiques, où est-ce qu'il y a ce type d'atomes-là. L'oxygène, l'azote vont générer le même genre de polarisation. Et la zone, le delta plus ici, ce que je pourrais dire aussi, c'est justement notre zone de type point faible. Donc, quand on a un delta plus, là, c'est une cible à attaquer.
Donc, c'est le point faible, un des points faibles de la molécule. Et s'il y a une attaque à avoir, bien là, cette attaque-là a beaucoup de chances d'arriver sur le carbone qui est ici. Et ça me permet là, de mentionner justement là, un peu la suite de la logique des choses, c'est que les delta plus vont être les cibles à attaquer, comme c'est écrit ici, et on va définir des attaquants. Donc, les attaquants dans ce chapitre-là vont s'appeler des nucléophiles, là, on va le voir un petit peu plus tard, mais on va avoir des attaquants qui vont être des particules chargées négativement, qui vont avoir tendance à venir attaquer le site positif. Et dans ce cas-ci, la possibilité qu'on aurait, ce serait que un attaquant pourrait aller cogner sur le carbone qui est ici et prendre la place du chlore. Donc, faire ce qu'on appelle une réaction de substitution, parce que la liaison ici étant affaiblie, on peut la casser plus facilement que les liaisons CH là, qui sont très très peu polarisées. Donc à ce moment-là, s'il y a une attaque qui arrive sur le carbone ici, bien par exemple là, un petit ion comme OH-, là, qui peut être généré par du NaOH, bien aurait tendance à venir taper sur le carbone du centre parce que le moins est attiré par le côté positif déficit électronique qui est là. Donc, moins et plus s'attirent ensemble et aurait tendance à expulser le chlore à l'extérieur de la molécule et à prendre sa place. Et dans ce cas-ci, le résultat de la réaction, comme je vous dis, on appelle ça une réaction de substitution. Ben, substitution, les mots disent, là, on pourrait prendre sa place et former un alcool à la place et avoir l'expulsion du chlorure à l'extérieur. Donc, ça prend des réactions, en fait, des conditions réactionnelles qu'il faut définir correctement là, pour réussir à faire cette réaction-là. Mais c'est quelque chose qui se fait très, très facilement. Donc, c'est en utilisant les bonnes conditions et le bon attaquant, ben, il va aller se taper sur la cible et il va pouvoir enlever là, ce qu'on appelle ici même un groupe amovible. Là. Il va pouvoir s'en aller parce que la liaison est polarisée. Donc, c'est comme ça qu'on définit le type de réactivité en chimie organique. Faut identifier les delta plus, qui sont les points faibles de la molécule. Et après ça, ben, comme utilisateur, comme expérimentateur, bien, on choisit un attaquant pour exploiter les points faibles. Pour ce qui est des attaquants, dans la suite du chapitre, je vais vous en donner une liste donc, qui est peut-être pas exhaustive, mais qui va être suffisante pour ce qu'on a besoin dans un cours pour l'introduction de la chimie organique. Mais on a vraiment une liste de petits attaquants qui sont extrêmement efficaces, qui vont pouvoir aller attaquer les zones faibles et vont pouvoir expulser des groupes amovibles, là, qui sont entre autres comme les halogènes, là, des excellents qu'on appelle nucléophuges. Donc, ils vont vouloir fuir la molécule. Quand on installe un Cl sur une molécule, la plupart du temps, c'est pour l'enlever par après. Donc, c'est à ça que ça sert là, la plupart du temps. Donc, pour se pratiquer légèrement quelques fois de plus, là, peut-être regarder d'autres exemples ici. Si je prends une molécule, le cas classique, je vous dirais d'une cible très, très évidente, c'est quand on parle d'une cétone. On a vu les cétones dans la nomenclature. Je vais juste redessiner ma double liaison de façon plus claire, que ce soit le mieux possible, là, comme ceci. Bien, l'oxygène est un atome très électronégatif, va avoir tendance à attirer les électrons des liaisons de son côté, et ça va laisser un delta plus très très marqué sur le carbone central ici. Et c'est ce carbone central-là qui va devenir une cible, puis je vous dirais que dans un cas comme ça, c'est vraiment une cible de choix. Là. Le CWNO est une zone d'attaque qui est, je dirais, quasiment surexploitée en chimie organique. Il y a des cours de chimie organique qui sont uniquement axés sur la réactivité de ce groupement-là. Donc, c'est pour vous donner une idée là, de cette importance-là. La polarisation ici est importante parce que l'oxygène est très électronégatif et le C qui est au centre va être une cible vraiment de choix. Donc, c'est une chose comme ça que vous allez pouvoir constater. De la même façon, quand on prend, mettons, CH3, CH2OH, que je vais peut-être juste détaillé ici pour le CH2OH, et l'oxygène est électronégatif, va attirer les électrons de son côté, va créer une zone vulnérable sur le carbone. Et là, vous allez vous rendre compte aussi qu'en chimie organique, on s'intéresse majoritairement aux zones vulnérables qui sont sur les C.
parce que c'est eux qu'on veut attaquer pour pouvoir faire des changements sur la molécule. Donc c'est certain que le H à côté il est delta plus aussi, parce que les électrons sont attirés par l'oxygène. Mais je vous dirais que ici, je vais juste focuser sur le fait là, que c'est le carbone qui va être la cible majoritaire là, dans une réaction chimique comme ça. Donc c'est une molécule là, qui va avoir, cette fois-ci, même c'est de l'éthanol, c'est de l'alcool qu'on peut boire, mais la molécule d'éthanol est relativement fragile. Là, quand on fait des réactions chimiques avec, c'est vraiment pas impossible de la modifier. Encore une fois, ça va prendre les conditions nécessaires. Puis peut-être un dernier exemple, qui est peut-être un contre-exemple, c'est pour vous rappeler que, comme c'était écrit en haut, toutes les molécules de type C et H seulement. Donc ici, je vais faire un propane totalement détaillé. Bien, on considère qu'il n'y a pas de polarisation là-dedans, qu'il n'y a pas de liaison polaire. Bien, c'est parce que justement, on se rend compte que ces molécules-là ne sont pas capables de faire le type de réaction que les deux molécules de gauche sont capables de faire. Hein, parce que le genre de molécules comme ça, avec juste des liens C et H, ne génère aucun point faible sur les carbones. La différence d'électronégativité n'est pas assez grande entre les deux. Hein, et ça génère aucun point faible sur les carbones, ce qui fait que ces molécules-là sont à peu près pas attaquables, et c'est vraiment le cas. Les alcanes, on peut pas rien faire avec eux autres. Là, les seules choses qu'on peut faire avec des alcanes, c'est les brûler pour aller en chercher de l'énergie, là, comme le propane ici, c'est qu'on prend pour le barbecue. Mais outre cette réaction de combustion qui est une réaction destructive, puis on n'est pas capable de recueillir les produits là, de la combustion par après, bien, il n'y a pas de réaction facile qui nous donne un produit intéressant dans un terme d'architecture moléculaire. Donc, l'architecture moléculaire sur un alcane est très difficile à faire, et on verra qu'il existe quelques réactions de fonctionnalisation. Donc, on va pouvoir ajouter d'autres atomes du genre un chlore sur une molécule de propane comme ça à la place d'un H. Et à ce moment-là, on peut commencer à parler de réactions chimiques. Mais ici, comme je vous disais, là, du propane comme ça, il y aura à peu près pas d'architecture moléculaire possible, là, parce qu'il n'y a aucun point faible à exploiter. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va vous inviter là, à réfléchir et à essayer de visualiser vos structures moléculaires pour le chapitre 4. Puis je vous rappelle que ces structures-là, l'idée là, des chapitres 2 et 3, c'était de se familiariser avec elles et de bien voir les types de liaisons, parce qu'ensuite, il va falloir identifier les endroits où les liaisons sont polarisées. Donc, en guise d'introduction, je crois que c'est bien suffisant. Hein? Et je vous revois dans une autre capsule pour des sections et explications additionnelles.